bien rempli. On va commencer. Donc je me présente, je suis Alexandre Chevalier, coprésident du GRAM. Je suis en charge de commencer cette conférence. Je vais présenter à la fois le déroulé, puis j'aurai un petit mot aussi d'introduction pour présenter un peu cette initiative. Je remercie d'abord le Club de la Presse de nous accueillir aujourd'hui. Je remercie également les journalistes présents en grand nombre, et puis les militants aussi en grand nombre également de l'AFI, du GRAM, et je vois aussi des militants d'ensemble. Je vous remercie d'être présents. Sur le déroulé de cette conférence de presse, donc elle se fera en 4 temps. Donc je commencerai mon intervention, ensuite je donnerai la parole à Benoît Schneppenberger, candidat aux européennes pour la France Insoumise. Ensuite, Elliot Aubin prendra la parole. Elliot Aubin, je ne présente plus, qui est connu aujourd'hui, élu du premier arrondissement. Et enfin, Nathalie Perrin-Gilbert, maire du premier arrondissement et du GRAM, finira cette conférence de presse. Alors, on va commencer, je vais démarrer un peu par un constat. Alors, je ne reviendrai pas sur les états de service de Gérard Collomb. Je crois que Nathalie l'a très bien fait dans sa dernière intervention au conseil municipal. D'ailleurs, je vous une petite parenthèse. On peut être une femme et faire des interventions brillantes. Et on n'est pas obligé d'avoir un discours écrit par des hommes pour être brillante. Je ferme la parenthèse. Aussi. Les petites rumeurs comme ça qui circulaient. Donc oui, cet état de service, je crois qu'on ne va pas revenir dessus. Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus un petit l'état de la gauche, effectivement à Lyon. Aujourd'hui, on a deux gauches, une qui est inscrite dans l'exécutif, auprès de Gérard Collomb depuis longtemps, et puis on a une gauche d'opposition qu'on essaye effectivement d'incarner depuis de nombreuses années. Alors cette gauche qui est inscrite dans l'exécutif, elle est effectivement, alors pour certains, on va être vraiment sur une dynamique de place, c'est-à-dire il faut être présent dans un exécutif, même s'il ne correspond pas forcément aux valeurs qu'on défend, mais en tout cas, il semble qu'il faut être présent. Pourquoi? Alors là, je laisserai les personnes y répondre. Et puis, certains ont encore l'espoir effectivement de pouvoir imprimer une dynamique, ou en tout cas, une politique de gauche sur les exécutifs, que ce soit au niveau effectivement de la ville de Lyon, mais aussi de la métropole. Donc ils sont dans une forme comme ça, politique de compromis. Alors, moi j'appellerais ça plutôt la politique de la miette, c'est-à-dire que effectivement Gérard Collomb, depuis des années, promet à ces personnes-là d'avoir une vraie politique de gauche sur Lyon. Alors ils y croient encore, ils espèrent. Certains y croient de moins en moins, on voit bien. Mais en tout cas, effectivement, ils s'engagent comme ça dans ce mouvement depuis de nombreuses années. Et malgré tout, cette politique effectivement du compromis, on se rend compte finalement, elle dessert toujours les plus précaires, elle va desservir aussi toujours les citoyens, les plus fragiles sur notre territoire. Donc, voilà, si on parle de constat, on pourrait plutôt parler d'un constat d'échec aujourd'hui. Et puis, nous, on essaie d'apporter cette opposition à gauche, alors via le mouvement, via la LCS qu'on avait créé en 2014. Et je crois que la mairie du premier, et avec les différentes expérimentations qui ont été faites sur le premier, montrent qu'il est possible justement d'avoir aussi cette alternative à gauche. Une alternative de construction qui n'est pas que justement pas que dans une opposition, mais aussi dans quelque chose une politique en tout cas de proposition. Et ça, je laisserai après mes amis revenir là-dessus. Et du coup, cette alternative, effectivement, on a envie de l'amplifier, on a envie en tout cas de la proposer aux Lyonnais et pas se contenter justement d'être encore et toujours dans cette politique du compromis finalement auquel on ne croit plus. Alors c'est vrai que pour le coup, quand je parle de gauche, on a les partis traditionnels qui sont effectivement inscrits dans cette dynamique avec Gérard Collomb.
Et puis il y a cette opposition, nous, qu'on essaie d'incarner maintenant via des mouvements citoyens, via une proposition en tout cas de gauche mais réelle, et qui ne se contente plus en tout cas de ce petit compromis, parce qu'on se rend compte à chaque fois, pour 10 propositions qui sont faites sur une politique ultralibérale, et donc on a à chaque fois des petites mesurettes comme ça qui nous sont proposées, que ce soit au niveau social par exemple ou au niveau écologique. Donc ça, effectivement, nous on n'en veut plus. Au niveau du drame, une fois qu'on part ce constat, effectivement, on a fait la tournée des partenaires de gauche pour essayer de voir un peu qui pouvait et qui avait envie justement de rentrer dans cette nouvelle dynamique. Et c'est vrai que le premier partenariat qui nous a paru en tout cas évident, c'est celui avec la France Insoumise. Donc d'où la réunion, enfin en tout cas la conférence de presse aujourd'hui qu'on co-anime ensemble. Cette dynamique, elle a envie de s'inscrire dans le temps. Parce qu'effectivement, on est parti, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises, on s'est rendu compte qu'on partageait de nombreuses valeurs communes, à la fois sur les méthodes aussi, on était effectivement, en tout cas, on était dans cette dynamique commune. Et puis, du coup, on s'est dit, bah, voilà, ce partenariat, maintenant, il faut qu'on le formalise, et on va le formaliser aujourd'hui. En espérant qu'effectivement cette dynamique attire aussi d'autres partenaires à gauche. Et je remercie d'ailleurs Ensemble qui est venu aussi aujourd'hui à cette conférence de presse et qui j'espère va aussi rejoindre rapidement cette dynamique. Mais en tout cas, voilà, on a envie de marquer aujourd'hui vraiment le départ, en tout cas, d'incarner en tout cas cette nouvelle proposition à gauche. Et effectivement, pour nous, ce partenariat si dynamique qui va s'inscrire dans le temps, elle va se traduire d'abord par un engagement du drame auprès du candidat aux européennes de la France Insoumise, et ensuite, effectivement, se poursuivra aussi par une dynamique commune autour des municipales à Lille. Donc là, je vais laisser la parole à... Alors, ce que je vous propose, c'est que toutes les questions se fassent à la fin des interventions de chacun. Comme ça, on pourra répondre à tout le monde. Je laisse la parole du coup à Benoît. Donc Benoît Schlecken-Burger, je vais vous présenter un petit peu la manière dont on a envisagé la campagne européenne. En 2 mots, moi je suis membre de la France Insoumise depuis son lancement. Pendant la campagne présidentielle, j'ai co-rédigé le livret antiraciste avec Daniel Bono et je m'occupe plus particulièrement des questions de laïcité, notamment avec Elliot au niveau national. Et accessoirement, je suis professeur de philosophie, président à Lyon et actuellement en poste à Bourg-en-Bresse. Voilà pour le côté biographique. L'essentiel pour nous, c'est d'abord de voir dans quelles conditions on aborde cette campagne européenne, à un moment où le macronisme arrive à un moment de crise. Parce que Jupiter, jusqu'alors sur un petit nuage, se heurte au réel. Dès le début de sa prise de pouvoir, il s'est heurté à la mobilisation sociale, sur la loi travail, sur la question du rail, et puis voyant qu'il continue à favoriser les riches et à ne pas faire retomber, comme il dit, ruisseler les fruits de sa politique sur le reste du peuple, et bien, on a eu une mobilisation extrêmement importante ce week-end, très composite, de gens qui réclamaient qu'on écoute un petit peu le peuple et ses aspirations. Pour nous, la France Insoumise, le gouvernement, effectivement, ne répond absolument pas aux besoins sociaux et populaires. Édouard Philippe, en disant qu'il maintenait le cap, en réalité il maintient le cap inégal, injuste. Il fait faire payer les plus pauvres alors qu'en réalité il ne taxe pas Total, qui fait par exemple 10 milliards de bénéfices nets, qui touche le CICE et qui ne paye pas l'impôt sur les sociétés. Donc les vrais pollueurs sont ailleurs et ce ne sont pas eux qui sont mis en cause. Voilà pourquoi nous, il nous semble qu'on doit pouvoir mener une vraie campagne populaire, sociale, environnementale en dénonçant la manière dont Macron se fait l'apôtre de toutes les demandes de la Commission européenne. Il est effectivement le petit télégraphiste. Il devance les demandes de la Commission européenne, par exemple, ce qui concerne le rail, il va plus loin que le paquet ferroviaire. Sa réforme de retraite accomplit ce que la Commission européenne demande depuis des années. Et puis, on le voit également qu'il est en train de vouloir faire rentrer les collectivités territoriales dans le carcan budgétaire, anticipant sur la directive européenne. Donc, pour nous, ce moment de rendez-vous électoral est un moment de référendum anti-Macron, parce que la politique de Macron accomplit la politique européenne.
Cette semaine a été très dense pour la France insoumise. Mercredi soir, nous lancions les comités d'appui à la liste électorale, à la liste européenne, pardon. Il y a eu plus de 300 comités en France. À Lyon, il y a eu une réunion d'une centaine de personnes. Il y a eu à Vaux-en-Velin, à Vénissieux. Nathalie est venue participer à la réunion avec d'autres amis du GRAM à Lyon. Dimanche, nous organisions de longue date les rencontres des quartiers populaires à Épinay-sur-Seine pour que nous voyons une manière d'associer, d'écouter les revendications populaires de ces quartiers qui sont souvent délaissés et qui sont des quartiers qui sont moins impliqués dans la politique précisément parce que la fermeture des services publics, l'éloignement, la cherté de la vie fait que ces gens se sentent délaissés. Et puis dimanche, je voudrais remarquer que la France insoumise est qualifiée au contour à Ivry, dans la circonscription de Manuel Valls, qui a incarné toutes les politiques que nous rejetons. Elle est arrivée même en tête sur la ville de Corbeil-Essonnes, alors que tous les maires du coin s'étaient ligués contre elle et contre la France insoumise. Donc on est assez content de cette période qui va nous permettre, nous, de lancer une campagne que nous voulons mener sur 5 axes principaux. Les 5 axes de la campagne européenne consistent d'abord à dénoncer la caste de Juncker, la caste de tous ces commissaires européens qui les uns après les autres donnent des leçons, quand après ils vont pantoufler dans les instituts de lobby. Jeudi, avec d'autres candidats de la France Insoumise, nous sommes allés faire un lobby tour à Bruxelles, et on a vu comment il y a une emprise absolument antidémocratique des lobbies sur la Commission, sur le Parlement et sur le Conseil de l'Europe, comment tout est organisé pour que les politiques soient au service essentiellement des grands groupes. Le deuxième axe que nous voulons développer, c'est un axe sur l'écologie, parce que nous sommes pour la transition écologique, pour la règle verte, c'est que pour mener cette campagne écologique, eh bien, il faut absolument dégager tous les lobbies qui confisquent la souveraineté populaire. Le troisième axe, c'est aussi changer l'orientation de l'Europe, puisque l'Europe fait une politique qui sert uniquement les intérêts de la finance, les intérêts des grands groupes, alors que nous sommes pour le développement de droits sociaux, de droits humains pour tous, et que c'est cela auquel les députés insoumis doivent s'engager. Quatrième axe de cette campagne, c'est garantir la paix en dégageant les fauteuils de guerre. La politique européenne, et notamment son infodation à l'OTAN, est extrêmement pernicieuse et dangereuse dans les temps actuels d'augmentation des tensions. Et donc là aussi, il faut absolument que nous inversions la tendance et que nous rompions avec cette subordination à la politique aujourd'hui menée par Trump si on veut garantir la paix dans le monde et sur les principales zones du conflit. Et puis, le cinquième axe, qui me semble extrêmement important également, c'est réclamer de nouveaux droits humains, notamment face à la montée des réactionnaires, face à la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Et notamment en Europe, puisqu'on voit qu'un certain nombre de groupes d'extrême droite ont pris le pouvoir, en Autriche ou en Pologne, et qu'à chaque fois, ce sont les droits sociaux, les droits des femmes qui sont mis en cause. Il faut absolument mener une campagne contre cette montée de la réaction. Lorsque l'extrême droite prend le pouvoir, par exemple, elle fait passer le temps de travail à 60 heures par semaine, ou alors elle remet en cause le droit à l'avortement. Donc cette présence de la France insoumise au Parlement européen serait aussi une manière de contester en permanence et de manière assez active toutes les politiques de l'extrême droite. Voilà pourquoi nous essayons de dire en sorte que la campagne européenne doit aussi impliquer les citoyens et les citoyennes. C'est vrai qu'il y a une campagne qui soit inclusive, participative. La manière d'organiser notre intervention doit aller au plus près des quartiers, au plus près des revendications, partir des luttes qui sont menées actuellement, les luttes pour les services publics, pour la proximité des hôpitaux, partout où les politiques européennes de restriction des budgets empêchent que les citoyens soient associés. Alors, cette campagne commence doucement, voilà. Elle va commencer sans doute plutôt en janvier, février, un peu partout. Nous avons l'ambition de mener un certain nombre de réunions publiques, notamment dans toutes les sous-préfectures et préfectures de France. Nous avons l'intention de continuer ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire des week-ends d'incitation à l'inscription sur les listes électorales dans les quartiers populaires. On avait déjà mené les étés précédents des caravanes dans les quartiers pour qu'on appelait caravanes des droits, où on incitait les gens à se renseigner sur les droits auxquels ils pouvaient accéder, ceux qui leur étaient déniés. Et c'est cette forte implication citoyenne qui nous intéresse. Alors, de même qu'on est pour en quelque sorte un référendum anti-Macron, je pense qu'on serait aussi tout à fait d'accord pour faire un référendum anti-Colomb, dans la mesure où il incarne le même type de politique depuis des années, où cette manière d'incarner la baronnie locale au mépris de toutes les implications populaires, elle doit être absolument dénoncée. Il y a évidemment toute une série de mesures qui sont déclinées
déclinable à la fois au niveau local, au niveau national, au niveau européen, parce que quand on lutte pour les services publics, c'est aussi bien une politique municipale qu'une politique nationale, qu'une politique de contestation des directives. Et dans ces conditions, on espère mener ensemble une grande campagne d'implication, une campagne qui soit à la fois une campagne européenne sur les mots d'ordre qu'on vient de lancer. Et je remercie les amis du GRAM d'avoir annoncé qu'ils s'inscriraient dans un processus de long terme et de travail sur le fond. On n'est pas là pour s'amuser simplement à faire des petites alliances de circonstances. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'associer les citoyens et les citoyennes à la rédaction d'un programme commun, c'est-à-dire que de la même manière que la France Insoumise, notre programme a été l'objet de grandes discussions, de conventions, qui a donné lieu à 40 livrets propositionnels, que sur toutes les politiques nationales, à chaque fois, nous faisons des contre-propositions. On espère qu'on va pouvoir, avec nous en commun, mettre en œuvre un travail d'écoute, de participation, de partir des revendications locales pour les décliner en mot d'ordre qui permettrait d'unir le peuple face à l'oligarchie, face à la finance et face au macronisme. Voilà, en quelques mots, pour lancer cette campagne européenne. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. On se présente ici devant vous, vous l'avez compris, France Insoumise et GRAM de façon rassemblée, parce qu'un certain nombre de points communs nous lient. D'abord, nous sommes à la fois la France Insoumise et à la fois le GRAM, des mouvements citoyens, c'est-à-dire qu'on se repose d'abord sur la contribution citoyenne, ça a été dit par Benoît et Alexandre, sur cette idée que nous pouvons faire le pari de la citoyenneté active et nous pouvons sortir de certaines logiques de tambouille politicienne. On a un autre point commun qui est celui d'avoir un bilan déjà partagé et des réalisations politiques communes en mairie du 1er arrondissement. La France Insoumise et le GRAM à Lyon représentent la première force d'opposition et la première force de proposition. On a effectivement été dans le camp de l'opposition lorsqu'il fallait dénoncer la braderie du patrimoine municipal organisée par le maire de Lyon, lorsqu'il a fallu défendre les bains-douches alors que la mairie centrale voulait les fermer, lorsqu'il a fallu défendre la salle Rameau alors que la ville de Lyon voulait la vendre, lorsqu'il a fallu sauvegarder les halles de la Martinière alors que la mairie centrale voulait vendre le bâtiment pour en faire un supermarché. Bref, on a été force d'opposition. On a été aussi force de proposition, à la fois au conseil municipal, à la fois en mairie d'arrondissement, où je crois nous avons aujourd'hui, on peut le dire, a priori réalisé à peu près 80% des engagements que l'on s'était fixés depuis 2014, que ce soit sur la question démocratique, où on a proposé en quelque sorte la mise en place d'un conseil territorial, qui est une nouvelle instance qui permet aux collectifs d'habitants, aux collectifs citoyens, aux associations de commerçants ou autres, de pouvoir siéger, de pouvoir préparer le conseil d'arrondissement et de pouvoir interpeller les élus. Et là-dessus, je voudrais surtout saluer tout le travail qui a été fait par Laurence Beaufet sur cette question-là. On a aussi créé d'autres instances, comme le Conseil des aînés, qui permet aussi de mêler le lien intergénérationnel entre les plus vieux et les plus jeunes de notre arrondissement. Également, la revue Contributive 1, qui est un outil qui cherche à casser les codes de la revue municipale traditionnelle en mettant en avant uniquement la parole des élus, mais plutôt en proposant de travailler et de débattre sur des thématiques qu'on aurait à un moment donné fixées ensemble. Sur la question écologique, on s'est aussi posé la question de comment est-ce qu'un arrondissement, à notre échelle, peut œuvrer pour la transition écologique et peut faire face à l'urgence écologique à laquelle on est confronté. On a notamment mis en place une maison de l'économie circulaire dans le Jardin des Chartreux, qui rassemble un certain nombre d'associations et d'initiatives de l'économie sociale et solidaire, qui donne à voir une autre façon aussi de produire, d'échanger, de faire du commerce en quelque sorte. On a tenté de mettre en œuvre dans plusieurs bassins de vie de l'arrondissement des lombricomposteurs aussi pour lutter de manière, on va dire, dans la proximité à la réduction des déchets. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, les halles de la Martinière, ça a été une bataille politique pour la sauvegarde du patrimoine municipal, mais ça a aussi été une bataille politique dans la question de, aujourd'hui, avoir une alimentation saine, en circuit court, avec des producteurs bio, etc. Sur la question
de la solidarité aussi. On a été, je crois, première force aussi de proposition lorsqu'il a fallu essayer de montrer comment est-ce qu'on pouvait accueillir aujourd'hui les jeunes mineurs isolés. On a mis en place et mis à disposition une salle de notre arrondissement et on a bien vu qu'avec la dynamique associative et citoyenne, on pouvait être largement en capacité d'accueillir ces jeunes, les accueillir dignement et pouvoir les accompagner juridiquement. Autre exemple, et qui était aussi l'une des grandes batailles de la campagne municipale de 2014, c'est le collège Truffaut. Là encore, on a réussi à maintenir ce collège Truffaut dans le patrimoine des Lyonnais, qui reste propriétaire de ce lieu. Et demain, dès 2020, a priori, on devrait être autour d'un projet avec à la fois un tiers-lieu associatif, à la fois une auberge de jeunesse, à la fois une résidence étudiante, et qui va permettre de redynamiser ce bassin de vie. Je ne veux pas continuer trop non plus le catalogue, mais c'est bien pour vous montrer qu'il y a aujourd'hui à Lyon ces deux tendances entre, d'un côté, cette volonté de la mairie centrale de faire de Lyon uniquement un objet marketing, quel qu'en soit le prix écologique et social, et de l'autre côté, cette force qu'on essaye d'incarner et qu'on a, je crois, tenté aussi de mettre en avant par ces différentes réalisations. Donc, voilà, je disais qu'on était la première force d'opposition et de proposition, aussi parce qu'il y a une droite qui est complètement absente à Lyon. Raffarin lui-même le disait dès 2012, que la droite n'avait pas besoin de candidat à Lyon, puisqu'il y avait déjà Gérard Collomb. Et je crois que depuis 2012, la dérive droitière de Gérard Collomb n'a fait qu'accentuer le propos de Raffarin. On se base aussi sur les scores qui ont été les nôtres aux législatives, que ce soit sur la première circonscription, que ce soit sur la seconde avec Nathalie Perrin-Gilbert, que ce soit sur la troisième avec Pascal Lebrun, que je voudrais également saluer. La France Insoumise et le GRAM ont représenté à tous les deux cette force, encore une fois, de proposition et d'opposition, puisqu'on a été au second tour sur 3 des 4 circonscriptions lyonnaises. Donc aujourd'hui, on lance dans cette logique-là un appel, qui est celui du Lyon en commun, et un appel dans lequel on essaye de faire la distinction entre deux Lyons. D'abord, le Lyon actuel, donc j'en parlais, qui est ce Lyon par actuel, on entend tout ce qui est la majorité, l'exécutif municipal, Gérard Collomb et les politiques qui ont été menées par Gérard Collomb depuis maintenant 20 ans à Lyon. Par l'actuel, on entend l'idée d'un pouvoir qui est aujourd'hui centralisé, qui est un pouvoir qui est à bout de souffle, qui est clairement replié sur lui-même, qui s'est éloigné au fur et à mesure des Lyonnais et des Lyonnaises. Par l'actuel, on entend aussi une certaine forme d'expertise dans le maquillage vert, c'est-à-dire ce genre de réforme qui font croire qu'on fait de l'écologie, mais qui au final s'apparente plutôt à du greenwashing. Et je crois, alors même que certains imaginent qu'il faudrait avoir un temps d'avance pour Lyon, je crois à l'inverse qu'on est très en retard en matière d'écologie à Lyon. Également, par l'actuel, on entend cette ville excluante qui, par une politique d'éloigner, par une politique de gentrification en quelque sorte, éloigne les publics les plus modestes du centre-ville, et donc aussi une politique d'austérité avec les marges de manœuvre qui ont été présentées dès le début du mandat dans la présentation du projet pluriannuel d'investissement. Et de l'autre côté, on l'a bien senti depuis les législatives à peu près, et même avant, mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui un autre Lyon, un Lyon qui est là en quelque sorte, au sein d'initiatives citoyennes, au sein d'associations, au sein d'acteurs politiques, d'acteurs de la ville. On a cette soif aussi d'un Lyon plus écologique, d'un Lyon humaniste et d'un Lyon solidaire. Et je crois que cet appel est en quelque sorte leur est dédié, puisque on veut, par cet appel, réussir à rassembler ces forces vives de Lyon et créer ensemble une dynamique et un programme commun. On vous donne déjà un premier rendez-vous début 2019, qui va être notre première assemblée citoyenne du Lyon en commun, qui va réunir, comme je le disais, l'ensemble des premiers signataires de cet appel, l'ensemble des forces vives qui souhaitent rejoindre ce mouvement, et au cours duquel on va travailler à la fois sur le travail programmatique, avec des groupes de travail thématiques sur
un certain nombre de domaines, je vais y revenir, mais également tout un travail d'audition d'associations, d'acteurs locaux, d'experts sur certains domaines. Et puis cette idée aussi de décliner en quelque sorte notre programme qui a été l'avenir en commun à l'échelle locale et municipale. Donc il va y avoir tout ce travail de remue-ménage dès 2019 sur le travail programmatique. On veut effectivement accentuer la campagne autour de 5 axes programmatiques, mais qui restent évidemment à définir avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui rejoignent cet appel. Mais en tout cas, on veut effectivement travailler sur la question démocratique. Je l'ai dit, on a eu un certain nombre de propositions qui peuvent aujourd'hui être largement applicables au niveau de la ville de Lyon. On a notamment, je me rappelle, mis en place des rendez-vous citoyens dès 2014 sur la mairie du 1er arrondissement pour aussi que les élus rendent compte de leur action politique et soient toujours dans l'échange en proximité avec les habitants et les habitantes. Donc ce genre d'initiatives, d'expérimentations peuvent être appliquées largement au niveau de la ville de Lyon. Autre axe, la question écologique, avec la volonté de mettre en place une planification écologique à l'échelle de la ville, avec un plan santé mobilité beaucoup plus ambitieux que ce qui a pu être présenté par la métropole ou la ville, mais notamment mettre en débat la question de la gratuité des transports en commun, qui mêle à la fois la question sociale, la question du transport et la question environnementale. Évidemment, développer l'économie sociale et solidaire et les circuits courts, voilà. Et puis on a dans notre proposition de l'avenir en commun, on mettait en avant l'idée des cantines 100% bio et 100% gratuites. Et donc ça fait partie des questions qu'on va ensemble traiter. Troisième axe, la question du bien vivre, et j'en parlais tout à l'heure, ça concerne notamment le loyer et le prix des loyers à Lyon. On voit bien que se loger à Lyon est une vraie difficulté, donc comment est-ce qu'on encadre les loyers, comment est-ce qu'on permet une mixité sociale dans le centre-ville, comment est-ce qu'on lutte aussi contre la Airbnbisation en quelque sorte du centre-ville. Quand je crois qu'on a un logement sur 7 dans le 1er arrondissement qui est sur Airbnb, ça pose réellement un problème par rapport à la hausse des loyers et du foncier de manière générale. Le bien vivre, c'est également la question de l'éducation, j'en parlais avec les cantines, mais c'est aussi permettre de renforcer l'école publique gratuite et laïque, alors même que la ville de Lyon n'a fait que privatiser ce domaine-là et fermer même les écoles publiques, c'était le cas dans le 1er arrondissement. Et puis c'est aussi toute la politique en matière d'accès aux soins, et notamment la réouverture de bains-douches. Quatrième axe, l'axe économique, on pourrait dire, d'une ville à la fois active et créative, car je crois qu'il est important pour notre ville de relocaliser l'économie en circuit court avec le développement et la défense des commerces de proximité face aux grands groupes privés ou aux grandes distributions. C'est de permettre aussi l'ouverture aujourd'hui de lieux de création culturelle et artistique. On voit que Lyon est quand même dans les grandes villes européennes très en retard aussi dans ce domaine-là, et on est sans cesse interpellé par les acteurs culturels et artistiques pour nous dire qu'il y a un besoin de lieux pour se rassembler, pour travailler. C'était notamment une de nos propositions pour réhabiliter l'ancienne École nationale des beaux-arts, alors même que la ville de Lyon annonçait le vendre au Crédit Agricole pour en faire des lofts de luxe. Donc on voit bien encore une fois ces deux visions de la ville. Et puis le dernier axe, c'est l'axe d'une ville digne et humaniste, avec notamment toute la politique en matière de lutte contre les discriminations, en matière de solidarité vis-à-vis aussi des réfugiés. Et puis digne et humaniste, ça passe aussi par une défense et une application concrète de la laïcité à Lyon, puisque Gérard Collomb n'a fait que la piétiner pendant tous ces différents mandats. Voilà un peu en quelque sorte ce que je voulais présenter, à savoir cette dynamique commune qui nous lie depuis déjà quelques temps, et puis l'idée qu'aujourd'hui il y a ces deux Lyons, l'actuel et celui qui vient. Merci le Club de la Presse pour son accueil. Remercier les journalistes ici présents en nombre, et merci de votre intérêt pour ce lancement de notre appel Lyon en commun.
chemin. Et puis je voulais remercier également toutes celles et ceux militants, amis qui sont présents dans la salle aujourd'hui. C'est important pour nous de vous savoir à nos côtés et merci du souffle que vous nous apportez également de votre constance. Je voulais vraiment vous remercier de votre présence. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, je vais revenir d'abord sur notre objectif. L'objectif de notre appel, et je vais utiliser un néologisme, excusez-moi, mais c'est de déconfisquer notre vie. Ça a été dit par Alexandre, ça a été dit par Elliot pour ce qui concerne la ville de Lyon. On fait le constat, comme les Lyonnaises et les Lyonnais, que quelques élus, des cabinets de Londres, éventuellement les épouses, quelques industriels et financiers se sont accaparés la ville. Cela s'est fait aux dépens d'un exercice démocratique du pouvoir. Cela s'est fait et surtout aux dépens des Lyonnaises et des Lyonnais, et ça s'est fait aux dépens de notre ville, qui en effet, après s'être embellie, après s'être certainement modernisée sur certains points, eh bien aujourd'hui se recroqueville sur elle-même, sur ses peurs, et finalement on a ce sentiment un petit peu d'étouffement de notre ville et de ses forces vives. Alors nous voulons que les Lyonnaises et les Lyonnais reprennent en main leur ville et au passage leur vie dans la ville. Alors pour atteindre cet objectif, eh bien d'abord nous avons une conviction. C'est que les sauveurs ou les sauveuses n'existent pas et ce n'est pas une, deux ou trois personnes qui parviendront seules à déverrouiller ce que j'avais appelé déjà en 2012, je crois, le système Colomb, et en tout cas cette confiscation de l'exercice démocratique et plus généralement de la ville. Et comme l'a montré Elliot, la vente éhontée du patrimoine, c'est aussi ce symbole et ce symptôme d'un sentiment de quelques-uns que la ville leur appartient et qu'ils peuvent toutes se permettre, sans consulter les Lyonnaises et les Lyonnais, au mépris de bâtiments qui sont symboliques de notre histoire, de nos valeurs, qui parfois ont été construits et financés par l'apport financier de familles durant des siècles précédents. Et donc il y a ce sentiment que la ville appartient à quelques-uns et que donc ils peuvent prendre des décisions extrêmement importantes sans avis des Lyonnais et des Lyonnaises. Et donc pour déverrouiller ce système-là, ce n'est pas d'une, deux ou trois personnes dont notre ville a besoin elle a besoin d'un élan. Et c'est cet élan-là que nous voulons lancer aujourd'hui avec cet appel à un Lyon en commun. Et puis, nous vous proposons également, et nous avons proposé également, pour atteindre cet objectif, avec cette conviction, eh bien, une démarche. Alors, Elliot en a déjà parlé, Alexandre aussi. Je dois dire que finalement, cette démarche, elle a déjà été mise en pratique dans certaines villes. Je pense par exemple à Barcelone, avec Barcelona en Comú. Et on s'inspire aussi de cette expérience. Nous avions reçu, notamment avec Corignel ici présente, Elliot bien sûr en mairie du premier, des partenaires de Barcelona en Comú il y a quelques mois, et nous avions discuté de cette expérience-là et comment ils avaient agrégé des citoyens, des citoyennes autour d'un projet municipal qui à un moment donné a permis en effet à une nouvelle équipe, une équipe progressiste, une équipe humaniste, une équipe de gauche, eh bien, de venir au pouvoir en déjouant évidemment tous les pronostics qui étaient faits à l'avance. Et c'est Benoît aussi, la méthode que vous proposez, que tu proposes pour la campagne des européennes, c'est agréger les citoyens, les citoyennes, d'abord à comprendre ce qu'est l'Europe, à comprendre les enjeux et puis à formuler des propositions ensemble. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons élaborer de manière commune nos propositions. Les élaborer de manière commune avec les habitants, avec les habitantes, avec l'ensemble des forces vives de notre ville, avec les acteurs associatifs, économiques, culturels, sportifs, les citoyens et les citoyennes qui ont envie de nous rejoindre et de participer à cette démarche. Pour cette démarche, il y aura en effet des animateurs et Elliot et moi serons les animateurs et animatrices de cette démarche-là. Parce qu'en effet, et on l'a vu aussi avec des expériences passées, plus ou moins réussies, la notion de participation
peut parfois être une tarte à la crème fumeuse ou une coquille vide. Et à un moment donné, ça veut dire qu'il faut qu'on l'accompagne, cette démarche, avec de l'expérience, avec de la méthode. Et donc avec Elliot, nous en serons des co-animateurs, animatrices. S'appuyant en cela, et Elliot le disait, y compris sur bien sûr notre expérience d'élu, je ne vais pas revenir sur le bilan qu'a dressé, je l'en remercie, Elliot, de notre action en mairie du 1er, en s'appuyant aussi sur nos campagnes réussies dans la première, la deuxième, la troisième circonscription notamment du Rhône, et voilà. Donc on a pris l'habitude de rencontrer, d'être à l'écoute, d'aller sur les différents quartiers de nos arrondissements, de faire remonter une parole, d'en être aussi les traducteurs et les traductrices. Pourquoi? J'en étais moi-même étonnée. Mon intervention au conseil municipal, à un moment donné, a autant circulé. Et c'est aussi des témoignages que j'ai dans la rue, là, comme ça, de personnes qui me disent merci. Alors moi, je sais pas. Voilà, ça m'étonne toujours qu'on me remercie, simplement parce que j'ai dit ce que je pensais. Mais je crois que les Lyonnais et les Lyonnaises, et d'une manière générale les citoyens et les citoyennes, ont besoin d'élus qui ne soient pas déconnectés et qui traduisent enfin ce qu'eux-mêmes auraient envie de dire, ce qu'ils pensent, et qui portent ainsi leurs préoccupations. Et nous serons ces porte-voix, ces traducteurs et traductrices-là. Donc, Elliot l'a dit, il y aura une première assemblée citoyenne de Lyon en commun courant janvier 2019. Et puis, nous avons un calendrier que je vais un petit peu vous dérouler. En gros, de janvier à septembre, ça fait 9 mois, nous allons co-écrire, co-élaborer ce programme en allant sur l'ensemble des arrondissements avec une série d'auditions, alors d'auditions thématiques avec des professionnels, des acteurs, mais aussi des citoyens qui sont confrontés à ces problématiques-là et autour des axes que Elliot a déclinés, donc je vais pas y revenir. Donc il va y avoir un peu partout des ruches, voilà, j'aime bien aussi ce symbole-là que utilise souvent Elliot, mais voilà, on va se mettre au travail, c'est un peu ce que j'avais fait aussi pendant l'élection, la campagne législative de 2017, en n'ayant pas un lieu de permanence où j'attendais que les citoyens et citoyennes viennent à nous, mais où je me déplaçais, et je vois Malika Haddad qui était là, qui est là et qui était aussi à mes côtés durant cette campagne, et on a arpenté les quartiers à la rencontre des habitants pour faire émerger des propositions, pour faire réfléchir. On va faire pareil. On va réfléchir avec les Lyonnaises et les Lyonnais partout dans la ville, et vous allez voir, ça va être visible et ça va être surtout régulier. Deuxième phase, septembre-octobre. Septembre-octobre, nous allons rendre compte, lors d'une deuxième assemblée citoyenne, de l'ensemble de ce travail. Compte donner les ateliers que nous avons réalisés sur l'ensemble du territoire. Quelles sont les propositions majeures que nous proposons suite à ce travail en commun partout sur la ville. Et nous ferons valider par l'ensemble des citoyens et citoyennes qui nous ont rassemblés, qui nous ont rejoints, et qui ont fait Lyon en commun, nous ferons valider ces propositions. De même que nous ferons valider qui doit porter au final la proposition pour la ville, qui doit porter la proposition dans chaque arrondissement. On est aussi dans cette idée qu'il n'y a pas un homme, une femme, a priori plus compétente que les autres. On fera valider aussi qui doit porter en définitive la proposition sur la ville et la proposition dans les arrondissements. Et puis ensuite, à partir de novembre, eh bien, nous serons en campagne jusqu'en mars 2020. Mais ça ne sera pas la campagne de l'AFI, ça ne sera pas la campagne du GRAM, ça ne sera pas la campagne d'autres organisations qui nous auront rejoints, ça sera la campagne de Lyon en commun. Cette idée, c'est que, quelque part, d'abord, nous n'avons pas peur, hein, parce que je crois que c'est peut-être ce qui tranche aussi avec le Lyon actuel, c'est de ne pas être recroquevillé ni sur nous-mêmes, ni même sur nos seules organisations. Nous voulons les mettre en commun aussi, ces organisations, pour atteindre notre objectif qui est celui de remporter la ville de Lyon. Et notre souhait le plus cher, c'est que nous soyons dépassés même par nos propres bases. Donc vous l'avez compris, il ne s'agit pas simplement de faire un score sur Lyon. Il s'agit de remporter la ville pour pouvoir lui donner ce nouvel élan dont elle a besoin, parce que sinon, définitivement,
elle va prendre des temps de retard. Elle va prendre des temps de retard sur des communes, sur d'autres agglomérations qui avancent avec un projet beaucoup plus écologique, beaucoup plus progressiste que le nôtre actuellement. Je terminerai en disant que bien sûr notre programme, nous allons l'élaborer au fur et à mesure de nos rencontres et des expertises. En même temps, Elliot l'a dit, nous ne partons pas de nulle part, nous sommes des hommes et des femmes engagés à gauche. Le bilan que nous avons de notre action en mairie du Premier est un bilan engagé également, avec des convictions et des valeurs fortes. Nous le partageons avec la FI, nous le partageons avec Ensemble sur le premier arrondissement. Comme Elliot l'a fait, je veux rendre hommage aussi à cette équipe et aussi à Laurence Beaufait pour le travail qu'elle réalise à nos côtés. Et donc, nous aurons des mesures fortes. Parmi ces mesures fortes, je souhaite que nous réfléchissions en effet à la gratuité des transports en commun. Elliot le disait, je ne sais pas encore si ça se fera progressivement ou si ça se fera dès le début du mandat. Évidemment, il va falloir qu'on dresse aussi un audit de compte de la ville. Et certainement, le premier trimestre de notre futur mandat sera consacré à cet audit. Où on en est aujourd'hui du budget de la ville de Lyon? Quelles sont les opérations déjà parties, déjà engagées? Comment le budget des 6 années à venir sera obéré par des décisions qui ont été prises parfois antidémocratiquement? Il y aura des projets dans les tuyaux que nous arrêterons. Il y a des projets qui seront déjà des coups partis. Et donc on va dresser ce bilan-là de la situation financière de la ville de Lyon. Ça sera le travail des 3 premiers mois. Et à partir de là, à partir de septembre 2020, nous serons aussi en mesure de donner un calendrier de réalisation de nos propositions en fonction aussi de ce que nous aurons découvert en arrivant à la ville de Lyon. Les transports en commun gratuits, ce n'est pas seulement une histoire de la ville de Lyon. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra aussi qu'on arrive à peser au sein de la métropole, qu'on arrive à peser vis-à-vis du Citral. Et pour ça aussi, on aura besoin d'une ville forte et d'élus présents au sein de la métropole pour pouvoir nous accompagner dans cette proposition-là. Elliot a dit également, on est guidé par des principes fondamentaux. Un de nos principes fondamentaux, c'est aussi une école publique, laïque et gratuite. Une des premières mesures que nous prendrons, c'est le retour à la gratuité au sein de nos écoles publiques. Que les activités soi-disant périscolaires soient payantes aujourd'hui est pour nous inacceptable. Donc là, c'est aussi un engagement que nous prenons, retour en gratuité des activités au sein de nos écoles municipales. Sur la cantine, là aussi, il faut bien voir que Lyon a un des tarifs de cantine les plus chers de France. On baissera les tarifs des cantines pour l'ensemble des 7 catégories, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les tarifs, c'est juste impossible pour des familles qui ont plusieurs enfants, notamment. Et quand j'entends que la ville de Lyon, et ça va être le cas cet après-midi en conseil municipal, s'enorgueillit d'arriver à 40% de bio dans ses écoles, mais ça fait 21 ans qu'on est en charge de cet exécutif. Et au bout de 21 ans, on arrive à peine à 40% de bio, et on devrait être content de ça. Je vois des communes qui sont déjà à 100% de bio et de local. Là aussi, c'est une direction vers laquelle nous nous engagerons fermement, sachant que nous avons la chance d'être dans un département qui peut être une magnifique réserve alimentaire, et on pourra ainsi y compris aider la structure agricole, bio ou en agriculture raisonnée à être plus forte, à s'organiser. Et en cela, les choix des collectivités comptent aussi sur la structuration économique de nos régions. Donc là-dessus également, il y aura un engagement fort. L'autre engagement fort, l'autre mesure forte que nous prendrons, c'est de déconnecter le budget municipal des notes. Des fameux 2A ou 3A, c'est fini les agences de notation. Je ne veux plus, nous ne voulons plus que notre budget soit simplement guidé par Standard & Poor's ou autres grands ou grosses agences de cotation. Pourquoi on fait une ville?
On ne fait pas une ville et un budget pour recevoir une bonne note de la finance. On fait une ville pour que les habitants et les habitantes s'y portent bien, s'y sentent bien. Et également, là aussi, nous devrons réfléchir à un nouvel indicateur, à un nouveau critère d'évaluation. Et ce n'est pas de la richesse, mais c'est du bien-être en ville. Comment les Lyonnais et les Lyonnaises vivent bien leur ville, leur service public, leur territoire. Donc arrêtons de faire des budgets simplement pour avoir des bonnes notes des financiers, mais faisons des budgets pour que les Lyonnaises et les Lyonnais soient heureux dans leur ville. Et là, c'est un engagement ferme aussi, une mesure forte, ferme, que nous prendrons dès le début de notre mandat. C'est également l'égalité entre les femmes et les hommes. Regardons aussi au sein de notre ville comment il y a des écarts, là aussi, de salaire ou de rémunération entre hommes et femmes. Regardons également du côté de la lutte contre les discriminations, et là aussi nous l'avons fait ce travail en mairie du 1er, nous devons l'étendre à l'échelle de la ville. Je voudrais aussi revenir sur un constat de notre ville aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu aussi ce qui a éclaté ce week-end dans notre pays. Nous avons aujourd'hui une ville en tension. Nous avons une ville en tension, c'est-à-dire que certes la ville s'est embellie, mais je crois qu'on y vit moins bien. Et que depuis 2008, ce qui a été une forme un peu d'âge d'or peut-être, en tout cas pour Gérard Collomb et son équipe, je crois que la qualité de vie en ville s'est détériorée, s'est dégradée. Et je pense qu'il y a un projet politique même de mettre une ville en tension derrière. Parce que quand les gens sont en tension, ils ont besoin, là pour le coup, d'un sauveur qui va vous expliquer « je suis le garant contre les extrémismes, contre la violence, etc. » Je donne un exemple sur mon arrondissement, par exemple. La place des terreaux. On nous a dit, allez, on va enlever les passages piétons, on va enlever les feux, et ça va mieux se passer, on va le faire de façon expérimentale. En fait, l'expérimentation, malgré notre avis défavorable, s'est installée. Et aujourd'hui, c'est la loi du plus fort entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les bus. Plus personne ne sait où traverser, tout le monde a peur. Voilà, c'est un exemple petit peut-être, mais qui me semble symbolique de la manière dont on met au sein de la ville de Lyon des usagers, des habitants, finalement en concurrence, et où chacun va se méfier de l'autre. C'est pareil, quand on a une pénurie de places en crèche, de places en cantine, de places dans les foyers résidents pour personnes âgées, ça va être la course à celui qui va avoir la place. Eh bien non, nous voulons dépasser ce schéma-là et peut-être, plutôt qu'une ville en tension, proposer une ville plus douce d'abord et une ville réconciliée. C'est-à-dire où on arrête d'opposer des quartiers entre eux, un centre-ville avec des périphéries, une ville de Lyon avec d'autres villes de la métropole, et on travaille de manière beaucoup plus rassembleuse. Pour cela, l'idée c'est d'abord de nous appuyer sur nos arrondissements. En tant que maire d'arrondissement, j'ai défendu la loi PLM pour plus de proximité et pour une gestion sur les quartiers qui correspondent plus aux attentes des citoyens. Si demain nous sommes élus à la ville de Lyon, nous l'appliquerons la loi PLM. C'est-à-dire que oui, il y aura des budgets déconcentrés plus importants pour les arrondissements, pour la gestion des bâtiments, pour pouvoir faire des règlements d'équipements municipaux avec des collectifs d'usagers, usagères. Et nous demanderons aux maires d'arrondissement de travailler leur budget de proximité avec des budgets participatifs. À mon avis, les budgets participatifs, ils doivent s'imaginer à l'échelle des arrondissements, à condition bien sûr que ce budget soit assez conséquent et où les maires d'arrondissement aient des marges de manœuvre. À l'inverse, je crois que ce qui incombe à un exécutif lyonnais, c'est de consulter les Lyonnais et les Lyonnaises sur tous les grands projets de la ville de Lyon, sur tous les grands choix qui peuvent impacter les Lyonnais et les Lyonnaises en dehors de leur quartier propre. Et donc, ce que nous proposons, c'est sur tous les grands projets des consultations des Lyonnais et des Lyonnaises avant de prendre une décision. Par exemple, moi je suis quand même épatée qu'on nous ait demandé de choisir à 4 élus dans un jury le devenir de la salle Rameau. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait partager avec bien plus de citoyens, citoyennes que se réunir et de choisir à 4 ce qu'on va faire de la salle Rameau.
Vous voyez, c'est cette confiscation-là de la décision dont nous ne voulons plus. Le futur maire d'arrondissement aussi, le futur maire de Lyon et sa majorité aussi demain, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi faire des permanences décentralisées. Ça veut dire qu'il ne doit pas rester dans son palais, qui est la ville de Lyon, mais il doit faire des permanences dans les arrondissements, aux côtés des maires d'arrondissement. Et peut-être 2 fois par an se rendre dans chaque arrondissement à l'écoute des habitants et des habitantes, aux côtés des équipes d'arrondissement, pour entendre ce qui revient du terrain et pas être simplement comme ça. Peut-être avoir une réalité déformée par le filtre des conseillers, conseillères qui vous disent tout le temps tout va bien, Madame la Marquise. Donc c'est être très présent sur les quartiers et ça sera possible d'autant plus qu'il n'y aura plus de cumul des mandats, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de maire qui sera à la fois sénateur, à la fois président de la métropole ou présidente et qui pourra se concentrer sur son territoire. Et puis la politique, ça se fait aussi avec des symboles. Et peut-être une première décision que nous devrons prendre quand nous aurons gagné Lyon, c'est d'ouvrir cette mairie centrale. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la place des terreaux, elle est coincée entre un hôtel de ville fermé, grillagé, gardienné, une galerie des terreaux fermée également. Une des premières mesures que nous ferons, c'est d'ouvrir l'hôtel de ville. Ça veut dire que l'hôtel de ville reprendra sa fonction aussi de maison commune des habitants et des habitantes, et on pourra trabouler. On pourra trabouler par les 2 grandes cours, on pourra trabouler par l'Atrium, on pourra passer de la place Pradel à la place des terreaux, sans passer par les toutes petites rues, mais simplement traverser l'hôtel de ville, parce que c'est la maison de toutes et tous, et ensuite traverser la galerie des terreaux, et comme ça on refera confluence. C'est-à-dire que depuis les quais de Rhône, on pourra récupérer les quais de Saône par un passage simple. On va faire sauter les verrous, pas seulement politiquement, mais aussi dans le bâti et dans l'organisation urbaine de notre ville. Alors vraiment, moi je me réjouis par avance de cet élan que nous allons contribuer à mener avec Elliott, avec la France Insoumise, avec le GRAM, avec celles et ceux qui nous rejoindront et qui seront les bienvenus pour travailler avec nous sur cet élan-là. Pourquoi nous le faisons dès maintenant? Parce que d'abord, ça va demander du travail. Et 15 mois, c'est pas de trop pour travailler avec les habitants, vérifier la faisabilité de nos propositions, faire chiffrer tout cela. On a bien besoin de ces 15 mois pour écrire cette proposition-là, pour l'enrichir aussi de tout ce que le débat va nous donner. Et puis le faire maintenant aussi, c'est ne pas être captif des partis politiques et de dépasser la simple entente et les simples alliances entre les partis politiques. Je vois bien des partis aujourd'hui, ils sont tous en train de se jauger, ils attendent tous le résultat des européennes pour voir qui va être le plus fort pour négocier avec les autres ensuite. Vous avez le PC, vous avez ELV, vous avez Génération, vous avez le PS, et chacun va se jauger. C'est bien beau de parler du rassemblement, mais le rassemblement, il faut le faire dès maintenant. Et c'est ce qu'on a voulu faire, alors nous, humblement, le GRAM, évidemment, avec la France Insoumise, en disant c'est pas au lendemain des européennes qu'il va falloir commencer à discuter. C'est dès maintenant qu'il faut faire une autre Europe, c'est dès maintenant qu'il faut penser à une autre ville. Et puis, c'est ensuite qu'il va falloir penser aussi à une autre proposition pour la métropole, pour notre pays. Voilà. Donc, on ne peut pas déconnecter des enjeux, ils sont liés. Et c'est aussi ce qui est important pour nous, GRAM, dans cette coopération et ce partenariat avec la France Insoumise, c'est que les Insoumis, ils sont présents sur ces différents échelons de la proposition politique. Alors, ce partenariat, il se concrétise par donc notre soutien à Benoît et plus largement aux propositions de la France Insoumise aux européennes. Nous avons même fait une proposition de candidate dans la volonté d'ouverture manifestée par la France Insoumise, et Malika Haddad, ici présente, eh bien nous avons présenté sa candidature pour qu'elle rejoigne la liste de la France Insoumise. Je sais qu'il y a un processus au sein de la France Insoumise de désignation des candidats, candidates, donc ce n'est pas encore validé, donc voilà, rien n'est fait. Mais voilà, nous faisons acte, nous faisons acte
de propositions concrètes et de partenariats concrets au-delà des élections municipales. Nous n'oublions pas non plus que Jean-Luc Mélenchon, eh bien c'est quand même le candidat qui a réuni plus de 7 millions de voix au premier tour. Et ça, c'est une performance. Et j'ai été interrogée dernièrement par un journaliste qui me demandait si j'étais bien aux côtés des Insoumis, malgré peut-être les épisodes qui étaient en train d'être traversés. Mais oui, je suis bien aux côtés des Insoumis. Et oui, je pense que cet épisode va être traversé et qu'on va continuer et proposer un programme qui va enthousiasmer aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle municipale et par la suite. Et vraiment, je crois qu'on peut témoigner de cette volonté d'ouverture qui nous est faite, à la fois de la part de Jean-Luc Mélenchon et à la fois de la part des militants de la France Insoumise, et je les en remercie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que vous l'avez compris, c'est avec une forme de... Il ne faut jamais avoir de certitude. Le doute est toujours bon. Mais en même temps, nous y allons avec une grande détermination et je crois avec l'espoir et un peu plus que nous pourrons remporter cette ville en 2020. Je vous remercie. Merci à vous.